Merci, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver presque physiquement grâce aux joies du numérique. Effectivement, j'ai la lourde tâche de présenter ce rapport de la Fondation Jean Jaurès auquel je n'ai pas été contributeur direct, mais plutôt indirect, puisque Olivia Fortin, qui est maire du 6e et 8e arrondissement de Marseille, avec qui j'ai monté le Printemps des maires, ensuite, nous a demandé, nous les maires du Printemps des maires, de réagir à ce rapport sur la fraternité. Et vous verrez, au-delà du rapport, il y a des contributions de nombreux maires qui expliquent comment finalement, ce sont un peu des Monsieur Jourdain et Madame Jourdain de la fraternité. C'est-à-dire que l'œuvre majeure d'un maire, d'un élu local, c'est faire œuvre de fraternité, faire vivre ce que tout le monde croit impossible, vivre ensemble, qui est tarte à la crème. Et pourtant, je pense que c'est vraiment ce qui pourrait être le synonyme de fraternité. Donc, je vais vous présenter d'abord le rapport et ensuite l'interprétation que j'en fais en tant que maire. Donc, le rapport à la fois un peu théorique, puis après, je l'incarnerai d'exemple par ce qu'on a pu faire, nous, depuis Laval. Alors, présenter les auteurs. Donc, Olivia Fortin, je l'ai fait. Elle est maire du 6e et 8e arrondissement de Marseille. Je vous invite vraiment à la connaître. C'est une femme exceptionnelle, extraordinaire, comme on aimerait beaucoup en avoir dans le monde politique. Elle est coordinatrice de l'Observatoire de l'efficacité et de l'action publique à la Fondation Jaurès. Et elle a monté un collectif citoyen au moment des élections municipales à Marseille qui s'appelle Man Mars et qui réunit beaucoup d'associations, d'entrepreneurs sociaux, ce qui l'a amené à beaucoup cheminer sur cette culture justement de comment on refait du lien entre citoyens. Ensuite, vous avez Guillaume Hermite, un haut fonctionnaire comme on n'en fait plus, qui a décidé de vivre et travailler pour les territoires, qui est président de l'association du troisième concours de l'ENA et de l'INSP, et trésorier de l'association Festin, mais surtout secrétaire général de Euroméditerranée, donc, qui est basé lui aussi à Marseille, hein, c'est des co-auteurs marseillais. Et puis le troisième co-auteur, qui est cofondateur de la Fabrique du Nou, qui est un entrepreneur social très agissant dans le monde associatif. Là aussi, quelqu'un de très inspirant qui travaille beaucoup sur cette question de fraternité. Alors, ils ont écrit un rapport qui est assez simple à lire et je vous invite à le lire dans le détail puisque je vais sans doute trahir en partie leurs pensées. Mais il y a un peu trois parties dans leur rapport. La première partie sur finalement, bon, la liberté, l'égalité, on sait ce que c'est, hein, on va dire, allez, la liberté, c'est plutôt défendu par la droite, l'égalité plutôt par la gauche, mais il y a peut-être quelque chose qui est entre les deux, qui nous rassemble toutes et tous, qui fait vraiment cohésion, qui est un des piliers de la République, qui est un peu théorique, et pourtant, je pense qu'il faut s'y réintéresser puisque aujourd'hui, le modèle social pensé post-Seconde Guerre mondiale, donc celui de la sécurité sociale, ne couvre plus tous les risques sociaux, environnementaux ou technologiques qu'on peut connaître. Donc ça, c'est la première partie, plutôt constat, se dire notre contrat social doit être régénéré, requestionné, et peut-être que la fraternité pourrait être une solution. Et ça, c'est la deuxième partie. Et si la fraternité était considérée comme une politique publique et non plus comme un mot un peu valise et un mot théorique perdu de sa substance, mais de se questionner, ça veut dire quoi en acte la fraternité? Et s'il fallait mettre des financements, des actions, des institutions, quelles seraient-elles en but évidemment de favoriser la cohésion sociale? Et donc, il développe à la fois des grands axes et puis des solutions finalement assez concrètes. Et je pourrais revenir après sur comment nous l'interpréter dans notre commune. Et puis le dernier axe, mais je vais y revenir avec un peu plus de temps, sur comment on développe cette politique de fraternité, il propose de développer, de co-construire une première grande loi sur la fraternité, mais une loi qui serait évidemment portée par le Parlement, mais en lien avec les maires qui sont, d'après eux, les vrais acteurs, en tout cas le dernier kilomètre de la fraternité, et avec un nouveau modèle de financement à la fois national et européen pour ces politiques de fraternité. Donc, si je reviens dans la problématique, c'est finalement liberté, égalité, fraternité. Cette devise, on la connaît tous. Et pourtant, au fil des siècles, au fil des décennies même, plutôt, on a développé un arsenal assez solide de politiques publiques, plutôt dédiées à la liberté, à l'égalité, avec des lois à la liberté pour, le droit à, ou sur l'égalité, évidemment, des institutions, des dispositifs puissants. Mais qu'en est-il de cette fraternité? Et pourtant, au quotidien, elle se vit tous les jours. Et elle est une arme de destruction massive face, je le dis comme je le pense, à une pensée réactionnaire, populiste qui nous arrive tout droit, soit d'Amérique, soit d'ailleurs. Et donc, je crois que c'est important de pouvoir s'en prémunir. Et donc, les auteurs expliquent pourquoi
elle est devenue une urgence, en tout cas d'être réinterprétée dans le monde politique d'aujourd'hui, puisque notre modèle social, on l'a vu, que ce soit celui des retraites, celui de l'assurance maladie, s'essouffle, avec ce que nous connaissons tous dans nos territoires, la désertification médicale. Ces déserts médicaux, ça montre bien que le pacte social que nous avons développé depuis 1945 ne fonctionne plus. Moi, sur Laval Agglomération, un territoire de 110, 112 000 habitants, on a près de 10% de la population sans médecin traitant. On a un hôpital qui est un hôpital préfecture d'un département de 300 000 habitants qui ferme plusieurs jours par semaine. C'est pas de la régulation, c'est de la fermeture pleine et entière. Donc, sur les questions de santé, on voit bien que le pacte ne fonctionne plus. On pourrait parler de la pauvreté, il le mentionne, la pauvreté évidemment s'aggrave, enfin se stabilise et depuis quelques années s'aggrave malheureusement. Donc qui sont ces pauvres, comment lutter contre cette pauvreté, comment faire œuvre de fraternité avec ces personnes les plus éloignées voilà, de la redistribution. Et puis le troisième axe qu'il mentionne, sur l'échec finalement, en tout cas la difficulté de maintenir notre pacte de cohésion sociale, c'est sur le non-recours droit qui est massif, avec beaucoup de citoyens qui renoncent. Et on pourrait prendre l'illustration des quartiers populaires, où effectivement on y a rajouté un peu de droits spécifiques à travers les contrats de ville, mais pourtant le droit commun n'est pas une réalité. Le jour où il y aura autant de policiers dans le 16e arrondissement de Paris que dans le quartier populaire de Laval-Saint-Nicolas, qui est le deuxième quartier le plus pauvre de la région des Pays de la Loire, là on pourra dire que le droit commun s'exerce bien. Et donc, ils vont même un peu plus loin, les auteurs, au-delà de dire qu'il y a des nouveaux risques que vous connaissez, pour ne citer que ceux que j'ai mentionnés, ils vont même un peu plus loin en disant que c'est un modèle qui est devenu un peu froid, impersonnel, qui est juste là pour faire des transferts financiers, des allocations. Et donc certains ont un sentiment que le système est même presque devenu injuste, et d'autres penseraient même qu'il renforce un sentiment d'assistanat. Et donc, ça devient dangereux quand on ne croit plus au modèle, et c'est là où le cercle vicieux se met en place. Si on ne croit plus au modèle, on n'a plus envie de cotiser, donc le consentement à l'impôt peut s'effriter, les discours populistes prospèrent, et la défiance envers les institutions s'installe. Et voilà, c'est ça qui est le motif de développer cette politique publique de la fraternité. Et puis, il rajoute un élément autour de la solitude de nos sociétés individualistes qui me semble intéressant. On voit qu'effectivement, l'appartenance nationale s'érode, les fractures sociales, territoriales, culturelles, évidemment, se creusent. On l'a vu, on pourrait citer les gilets jaunes, on pourrait citer la crise des émeutes à répétition. Je ne parle pas que de la dernière de 2023, mais on voit bien qu'il est temps de redonner à notre société une boussole, alors qui juge laïque, hein, même si le mot fraternité peut avoir une interprétation judéo-chrétienne forte, mais une fraternité qui vise à recréer du lien, réhumaniser nos solidarités et redonner du sens justement à ce pourquoi on a parfois un peu abandonné le drapeau, celui du vivre ensemble. Petite anecdote, moi quand je me suis lancé pour les élections municipales en 2019, comme toute personne avec des convictions forte, j'ai dit, il faut faire le Laval, comment vivre ensemble à Laval. On m'a dit, mais si tu commences à faire campagne sur le vivre ensemble, tu es sûr de perdre. Et pourtant, c'est bien l'ADN, en tout cas moi, je pense, des familles politiques que je représente de la gauche, faire œuvre de fraternité, de vivre ensemble, c'est ce qui doit nous animer. Là où on vit une vague de désamour permanent, désamour dans nos villes, avec les hommes qui tapent sur leurs femmes, certains qui violentent leurs enfants, la peur du voisin, la peur du dernier arrivant. Et donc je crois que cette politique de fraternité auquel aspirent les auteurs, c'est une vraie volonté de réengagement pour presque une politique de l'amour de son prochain. Et ça me semble vraiment important de le redire. Enfin, c'est mon interprétation, mais ils m'ont laissé juge de le dire. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Je rentre dans le vif du sujet en espérant respecter le timing. Euh, il fixe 5 grands objectifs pour développer cette fraternité politique. La première, c'est de recoudre donc les fractures sociales et territoriales qui divisent notre pays. Je pense que c'est un principe auquel on peut tous adhérer. Le deuxième principe, c'est apprendre la coopération et l'altérité dès l'école et tout au long de la vie. Ils reviendront avec des exemples. Le troisième objectif, c'est de réhumaniser la solidarité en passant d'un système de la prestation froide à des relations plus incarnées, plus humaines. Le quatrième axe, c'est réveiller les fraternités dormantes,
ces envies d'engagement que beaucoup portent, mais parce qu'on est pris dans le flot de la vie, parce qu'on ne se sent pas légitime, parce qu'on est trop discret, on ne s'engage pas. Et je pense que Joe Spiegel aura des choses à dire en la matière. Et le cinquième axe, donc, c'est valoriser les métiers du soin et du lien. Ces essentiels qui ont été révélés pendant la crise sanitaire, ils sont essentiels à notre société. Bon, c'est souvent des emplois précaires, des emplois féminisés, souvent invisibilisés, faiblement rémunérés. Et finalement, leur redonner leur juste place plutôt que de payer des consultants de McKinsey et des banquiers et dont la valeur ajoutée est encore à justifier, renforcer ces métiers du soin et du lien permettrait à notre pays d'être mieux, de vivre mieux tous ensemble. Et donc pour ça, il trace 5 axes d'action qui pourraient être finalement saisis par le Parlement dans une grande loi, mais aussi adoptés par les territoires pour les rendre concrets, parce que ça reste quand même un rapport assez théorique, mais c'est important de savoir pourquoi on se bat. Une première action qui est dans les fondamentaux de notre société, c'est une école du nous. Ils veulent développer une école du nous, ça veut dire apprendre finalement l'empathie, euh, le respect dès le plus jeune âge pour vivre avec les différences culturelles, les différences de soi. Et donc pour eux, l'école doit redevenir ce lieu où on apprend pas simplement des savoirs, mais aussi l'écoute, la coopération, la bienveillance. Bon, c'est un vœu pieux, c'est pas si simple. Tous les maires qui se respectent rencontrent des enseignants qui tous les jours vous disent déjà, si on pouvait éviter d'être devenir des éducateurs, mais de redevenir des instructeurs, ce serait bien. Là, ils vont plus loin en disant, bah, il faut qu'on développe effectivement des qualités humaines chez les enfants, sans doute euh, trop exposés aux écrans, trop exposés ou pas assez exposés à l'altérité. La deuxième action concrète, c'est de développer des lieux fraternels partout. Ils souhaitent que dans chaque commune, il y ait au moins un lieu ouvert à tous, où l'on peut se rencontrer, se retrouver, tisser des liens, avoir des espaces de rencontre et de dialogue. Là, c'est un vrai outil de lutte contre la solitude, mais aussi de lutte contre la pauvreté. On voit de nombreux villages, notamment ruraux, où on a vu déserter tous les services publics. Vous n'avez plus rien. Et quand il n'y a plus de services publics, après, ce qui s'en va, c'est le commerce. Et donc, quand il n'y a plus de commerce, il y a plus de lien. Et la salle communale est souvent réservée pour des événements privés, des événements familiaux, mais ça ne crée pas du lien avec celui qui est seul. Donc, ils emmènent un petit peu à réfléchir comment on pourra ces lieux ouverts à tous pour créer ces liens de fraternité. Troisième action, c'est une société de l'engagement. Ils invitent donc à réfléchir à comment on peut permettre à tous les Français de davantage s'engager, parfois juste parce qu'ils ne savent pas comment. Et donc vraiment développer le bénévolat, le mentorat, mais aussi ils insistent beaucoup sur le mot rituel. Recréer des rituels citoyens, des grandes fêtes, des grands moments où on peut se retrouver, des grands moments où on peut agir ensemble aussi. Ça me semble être assez intéressant. Et là, je vous livre une anecdote, puisqu'en tant que mère, on a le plus grand pouvoir de fraternité, c'est de marier les gens, c'est de célébrer l'amour. Moi, à chaque mariage, je dis souvent, finalement, les révolutionnaires étaient un peu cathos sur les bords, puisqu'ils ont gardé justement le mariage. Le mariage est un rituel qui est devenu laïque, mais qui est devenu profondément fraternel. Et c'est ce type de rituel citoyen qu'on pourrait réussir à développer dans nos villes et nos villages. Le quatrième axe, c'est la reconnaissance des métiers du soin et du lien. Donc, ils sont pour une revalorisation à travers une grande cause nationale qui serait faite pour ces métiers-là, auxiliaires de vie, éducateurs, soignants, animateurs. Et le cinquième axe, c'est des territoires démonstrateurs. Ils souhaitent pouvoir, à l'image de ce qu'a pu faire Joe Spiegel, mais c'est d'expérimenter des politiques locales de fraternité qui soient ambitieuses et qui pourraient ensuite inspirer et s'aimer. Et c'est pour ça que les auteurs nous ont appelés, différents maires, à contribuer en disant, mais en quoi déjà vous faites œuvre de fraternité dans vos villes et comment s'inspirer les uns des autres et le transformer en vraie politique publique nationale avec des moyens, avec une redistribution. Et j'en viens donc à la conclusion finalement de leur rapport, c'est le rôle central que les maires occuperaient dans l'incarnation et dans la réalisation de cette politique publique de la fraternité, puisque ce sont les premiers acteurs du lien social, qui font dans l'innovation, dans la gestion de crise, ils incarnent la proximité. Et donc, ils souhaitent un triplement
des dotations de l'État vis-à-vis des communes rurales et urbaines pour pouvoir justement développer ces nouveaux pouvoirs des maires et une grande loi donc sur la fraternité. Donc, ils demandent des moyens accrus aux communes, un cadre national clair et une liberté des maires d'adapter ensuite les dispositifs aux réalités locales. Et donc, ils souhaitent évidemment, et puis conclut en disant, bah, c'est un choix politique qu'on doit mener, mais qui est essentiel, je pense, pour la survie démocratique, même de la survie de la cohésion nationale. C'est soit on fait le choix du repli sur soi, du chacun pour soi, qui alimente les divisions, les fractures et le populisme, soit on se dit, allez, on rentre dans cette politique de la fraternité qui répare, qui rassemble, et puis qui redonne aussi, je pense, un espoir singulier dans ce monde un peu complexe. Et donc, voilà, il développe ce concept d'une fraternité qui est efficiente, qui est juste et qui serait universelle. Voilà un peu pour le rapport. J'ai essayé d'être à la fois concis et exhaustif et sans trop trahir leurs pensées. Merci beaucoup. Donc, je vous redonne la parole pour témoigner de votre expérience sur, Oui, alors, donc une fois de plus, c'est un rapport assez théorique et on se dit, bon, bah, moi en tant que maire de Laval, donc c'est une ville au cœur du Grand Ouest, sans doute une ville assez secrète dans le Grand Ouest, pourtant une ville qui va bien. Et pourtant, on voit bien que, enfin moi, l'angle que j'ai pris en réponse au rapport, dans la note à la Fondation, c'est de se dire que, effectivement, on est dans une fraternité sans le savoir et dans une fraternité vraiment, véritablement en action. Et moi, j'ai décliné la fraternité sur trois politiques publiques, finalement, qui la caractérisent le mieux. Finalement, la fraternité que j'appelle solidaire, qui permet de faire plus pour ceux qui ont moins. Moi, je parle de solidarité émancipatrice. Je pense que la solidarité, juste pour aider son prochain, enfin, on n'est pas dans le misérabilisme. La solidarité, elle doit permettre à chacun de réussir sa vie, en tout cas de s'émanciper et de pouvoir avoir ses choix. Et ça, c'est vraiment important. Et je reviendrai sur ce qu'on a mis en place en termes d'action concrète. La deuxième déclinaison, c'est une fraternité qui est universelle, et ça c'est important. C'est comment, même depuis une ville comme Laval, on pense global et on agit local. On appartient au monde, et donc c'est tous les échanges interculturels qu'on peut développer et agir local. Et le troisième axe qu'on a finalement développé en politique publique locale, c'est une fraternité citoyenne, en partant du principe qu'une citoyenneté qui n'est pas utilisée s'use. Il n'y a que la fraternité citoyenne, la citoyenneté qui ne s'use que si elle n'est pas utilisée. Donc là aussi, pas mal d'actions. Donc je reviens sur le premier volet, sur la fraternité au service des solidarités. Ça voudrait dire quoi? Nous, à Laval, on parle du principe que il faut d'abord sécuriser la personne, la famille dans un parcours de réussite. Il faut pouvoir les sécuriser des risques de vie. Et donc, ça passe par des politiques, évidemment, du logement, de l'alimentation, de l'emploi, de la mobilité. Une fois que vous pouvez être bien logé, bien vous nourrir, bien vous mouvoir et vivre de votre travail, il y a peu de raisons que vous puissiez pas ensuite être bien. Et ça, c'est important de le redire. Je crois qu'on a un rôle clé pour pouvoir développer cette sécurisation du parcours de vie, avec toujours l'idée de faire plus pour ceux qui ont moins. Ceux qui n'ont pas besoin de nous, bah, tant mieux pour eux, c'est qu'ils ont eu la chance d'avoir été sécurisés auparavant. Et donc, à Laval, par exemple, on a développé, sur la question du logement, quelque chose d'assez innovant, l'hébergement temporaire chez l'habitant, via une association d'hébergement de jeunes, des jeunes travailleurs ou des jeunes alternants, plutôt que de payer double charge locative parce qu'ils étudient à Rennes, mais ils ont une alternance à Laval, plutôt que d'avoir deux logements parce qu'ils font 2 semaines et 2 semaines, ils sont logés chez l'habitant qui a peut-être une chambre en plus et qui permet pour quelques euros à la fois de créer une fraternité au sein du foyer, au sein de la maison qui est habitée, une manière aussi écologique de bien occuper les maisons qui sont globalement dans nos villes sous-occupées, parce qu'on a toujours une chambre en trop. Et voilà, ça fait œuvre, je pense, de lien. Et je peux témoigner à titre personnel, nous on héberge depuis maintenant 1 an et demi un alternant à la maison. Et je trouve, alors malgré les trois enfants et malgré une vie active très dense, eh ben, ça crée des liens, ça crée une richesse humaine. Et je crois que c'est une vraie fraternité retrouvée où on permet à des jeunes de se loger à un prix abordable. Ouais, on arrive à mêler, donc ça c'est un exemple assez puissant.
Ensuite, faire plus pour ceux qui ont moins. Nous, à Laval, on a un territoire de plein emploi, 5% de chômage, et pourtant, il y a des personnes très, 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 très éloignées de l'emploi, des personnes qui sont plus de 5 ans hors de l'emploi. Donc, grâce à l'idée, à l'initiative d'ATD Carmonde, Territoire zéro chômeur longue durée, on a mis en place une entreprise à but d'emploi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais qui vise finalement à recenser à l'échelle d'un quartier toutes les personnes hors de l'emploi depuis plus de 2 ans, de leur proposer de rentrer dans une aventure entrepreneuriale dont le but est de créer une entreprise à partir des compétences de ces personnes très éloignées de l'emploi. Et ça part du principe que chaque personne humaine a un talent, a une capacité, un savoir-faire. Et c'est pas le travail qui manque, et c'est pas l'argent qui manque pour pouvoir ensuite financer ce talent. Et donc, on a développé des activités à travers cette entreprise à but d'emploi. On a réouvert un restaurant dans le quartier avec des talents de cuisinières et de cuisiniers assez exceptionnels. Et surtout, ce qu'on a recréé, c'est une ferme urbaine. On a planté du maraîchage et des arbres fruitiers qui visent, d'ici l'année prochaine, à nourrir jusqu'à 1000 habitants du quartier. Une vraie économie circulaire avec donc des habitants salariés par l'entreprise qui vont planter, ramasser, vendre, tant à la cuisine centrale qu'aux habitants, avec cette logique toujours de créer du lien entre l'urbain et le rural. On a la chance d'avoir un quartier populaire qui est bordé de 10 hectares de nature. Donc on va réactiver 10 hectares de nature pour du maraîchage à côté des Tours. C'est vraiment la ville des champs et la ville des Tours qui est réunie. Et c'est assez exceptionnel de voir que ça crée comme valeur ajoutée. Le lien entre des habitants de quartiers populaires avec la terre, le lien avec ceux qui viennent acheter leur nourriture. Et ça crée beaucoup, beaucoup de. Et puis ça crée aussi une culture écologique, puisqu'on a planté au début avec les écoles du quartier, les enfants sont venus et se sont appropriés aussi le terrain. Je trouve que c'est quelque chose qui incarne bien ce que pourrait être une fraternité solidaire, c'est-à-dire qu'on fait ensemble, on agit ensemble pour développer des emplois, pour créer de la richesse, et de la richesse qui a du sens par rapport au territoire où on vit. Le deuxième axe donc, que j'ai développé dans la note que vous pourrez retrouver, c'est la fraternité universelle. On a à Laval, comment le dire, on a à Laval, pourtant c'est l'ouest de la France, mais une grosse vague d'immigration d'une communauté guinéenne depuis les années 90 qui travaille dans nos usines et notamment dans l'agroalimentaire, dans les abattoirs accessoirement. Donc les abattoirs, c'est quand même des conditions de travail qui sont très dures. Je ne sais pas si vous en avez visité, mais il fait 4 degrés. C'est très peu machinisé. Il y a encore beaucoup de travail à la main. Et donc c'est des métiers principalement qui sont reclassés aux derniers arrivants, donc aux migrants. Euh, et donc, cette communauté guinéenne qui s'est installée dans les 90, avec l'aval évidemment des entrepreneurs et du MEDEF, a fait des enfants et c'est devenu une communauté franco-guinéenne. Mais tout l'enjeu, c'est comment on intègre une population nouvelle, qui n'a pas forcément la même couleur de peau, qui n'a pas la même culture, qui n'a pas forcément, même si on partage déjà le français, ce qui est une force, comment on fait la fraternité. Parce que pendant très longtemps, à Laval, on n'a pas voulu les voir, on les a mis dans des quartiers populaires, bien enfermés, sous cloche, ils faisaient leur travail jusqu'au logement, et maintenant que les enfants existent, eh ben, ils sont scolarisés, ils sont dans les crèches, etc. Et donc, on a développé un festival de culture urbaine avec un franco-guinéen assez connu en Guinée, donc Minos. Et depuis plusieurs années, on accueille dans nos salles polyvalentes, en cœur de ville, un festival musical et de foot, parce qu'ils adorent le foot, et qui permet justement à tout le monde de reconnaître cette culture-là. Et la semaine prochaine, par exemple, on reçoit Black M, pour ceux qui connaissent. Donc, vous voyez, vraiment et qui vient gratuitement à Laval. C'est vraiment pour soutenir une initiative qui ne coûte quasiment rien, qui montre que quand on crée les conditions de la rencontre et de l'échange, il peut se créer une valeur ajoutée exceptionnelle. L'ambassadeur de Guinée est venu il vient chaque année depuis 3 ans, et il y a une vraie résonance qui se fait entre Laval, la Guinée, et un vrai échange interculturel qu'on a développé puisque un autre exemple que je donne, depuis le début du mandat, nous, on a développé une saison culturelle dédiée à un pays. Pendant 2 mois, on dédie toute une programmation au cinéma, au théâtre, à l'hôtel de ville, des conférences dédiées à un pays. Et donc l'année dernière, on l'a fait sur la Guinée, mais on a pu le faire avec tous les jumelages, les villes jumelles auxquelles on est associé. Et ça aussi, vous voyez, je pense que c'est faire œuvre de fraternité universelle.
c'est pas parce qu'on vit en France, à Laval, dans un pays riche, qu'on ne doit pas s'intéresser au dérèglement du monde, qu'il soit climatique, qu'il soit humain, qu'il soit migratoire. On a tous un rôle à jouer de développer une certaine diplomatie locale, une diplomatie parfois d'intégration locale, qui donne, je pense, espoir face aux diplomatie par le bas même, qui donne espoir là où on perd un peu espoir, vu le débat public tellement tronqué sur ce sujet de la migration. Et puis troisième exemple, et je vais terminer rapidement, mais qui fera sans doute faire écho à nos autres intervenants, c'est comment on développe une fraternité citoyenne, comment euh, être dans une citoyenneté active, là aussi, c'est développer le vivre ensemble et la fraternité. Et donc, je vais vous donner un exemple de ce qu'on a pu faire, qui est peut-être un peu plus parlant. On a vécu donc à Laval les émeutes à l'été 2023. On a presque eu les mêmes émeutes que les villes autour, hein, les métropoles, Rennes, Nantes et Le Mans, qui le même soir ont explosé. Nous, on a eu beaucoup de bâtiments publics qui ont flambé. Donc ça nous a beaucoup heurté, beaucoup. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on a oublié alors que on a mis énormément de moyens dans les quartiers populaires. C'était au cœur de notre projet municipal, faire plus pour ceux qui ont moins. Donc on s'est dit qu'on avait loupé quelque chose et que sans doute qu'il fallait revoir nos logiciels et revoir nos politiques publiques d'accompagnement des habitants des quartiers populaires. Donc on a développé une convention citoyenne dédiée aux quartiers populaires. Donc vous connaissez le principe de la convention citoyenne. On tire au sort des habitants. Nous, c'était une majorité des quartiers populaires. On crée un comité des garants neutre qui assure la qualité des débats. On crée les conditions de la participation puisqu'on a indemnisé les tirés au sort, on les a nourris, on a gardé les enfants, on les a déplacés s'il y avait besoin de se déplacer du quartier pour venir à l'hôtel de ville. Donc on a vraiment créé les conditions de la réussite, ce qui nous a permis d'avoir vraiment un panel représentatif. On avait des personnes, que des primo participants, avec des personnes au RSA, des personnes issues de l'immigration. Enfin bref, c'était un vrai panel. Et donc, ils ont développé pendant 3 week-ends un manifeste pour les quartiers populaires. Donc, ils ont fait œuvre de fraternité puisqu'ils se sont rencontrés. Certains habitaient à quelques numéros mais ne se connaissaient pas. Il y a eu un vrai groupe, une vraie solidarité qui s'est créée pendant le groupe. Et puis, ils ont développé un manifeste, donc écrit un manifeste qui est à votre disposition sur le site internet de la ville de Laval, qui est assez intéressant, qui a été écrit avec quelques constats et surtout pas mal de propositions et des propositions qui ont été votées sur le principe du consensus. En fait, toute personne avait des droits de veto. S'ils n'étaient pas d'accord, ils disaient je ne suis pas d'accord avec la proposition. Et donc, dans ce cas-là, la proposition était rejetée. Et quand on regarde qui étaient les attendus, les deux principaux attendus de la Convention citoyenne, et j'en terminerai là, c'était un, notre priorité des priorités, c'est faire réussir nos enfants. Et deux, pour faire réussir nos enfants, faisons ensemble réussir les parents qui éduquent et qui font grandir ces enfants-là. Et je trouve qu'il n'y a pas de plus beau message fraternel que de se dire que la politique et ce pourquoi on s'engage, c'est évidemment pour les générations à venir et ceux évidemment qui essayent de les faire grandir. Voilà, et je pourrais vous parler du Printemps des maires si vous le souhaitez, à un autre moment, cette initiative qu'on mène avec Olivia, notamment pour développer l'engagement citoyen en vue des municipales, puisque sans candidat, il n'y aura pas d'élection municipale et je compte sur vous pour vous mettre sur les listes et ne pas laisser la place à l'extrême droite qui malheureusement gangrène nos villages. Merci à toutes et tous.